Chapitre 2 Siyahe. Le léger vrombissement du réveil électronique posé sur table de nuit la sortit immédiatement du sommeil. Les chiffres de couleur rouge tranchés, agressifs, sur l'obscurité de la chambre, ils indiquaient 4 heures. Elle s'était couchée tôt, bien avant Tsu, qu'elle n'avait pas entendu la rejoindre. Elle avait dormi d'une traite et elle avait rêvé. Elle le savait, mais elle ne parvenait pas à se souvenir de l'univers dans lequel son voyage onirique l'avait emmenée. Elle se laissa glisser sans bruit sur le parquet. Son mari sentit qu'elle quittait le lit. Il se retourna brusquement vers le mur, laissant échapper une protestation involontaire. Elle prit une douche rapide dans la salle de bain, de petite surface, mais parfaitement aménagée, s'habilla prestement et rejoignit la cuisine à peine plus grande. Sur la table rabattable, elle avait, la veille, préparé son petit déjeuner, comme elle en avait l'habitude, quand elle savait qu'elle devait quitter l'appartement aux premières heures du jour. Elle sortit un yaourt et du lait de soja du réfrigérateur qu'elle mélangea avec de céréales et mangea rapidement. Elle avait longtemps détesté cette nourriture industrielle qui, sous des dehors de nutrition équilibrée, effaçait inexorablement les merveilleux petits déjeuners traditionnels de son enfance. Sauf exception rarissime, elle n'avait plus le temps de les préparer, comme la plupart des gens qui travaillaient dans les villes. Aujourd'hui, elle devait reconnaître qu'elle faisait partie des millions de Chinois qui avaient été piégés et finissaient par penser que c'était bon et pratique. Par ailleurs, sa fille, Niu, une préadolescente, à qui son père ne savait rien refuser, exerçait une pression permanente à laquelle elle s'était vainement opposée, exigeant sans cesse de nouvelles saveurs que lui recommandait la publicité et qui lui préparait un avenir d'obèse diabétique. Mais que faire? Comment résister à la vague du progrès qui était passée par là, sous ses formes les plus exécrables, arrivant à grand renfort de publicité, de là-bas dans le Grand Ouest, propagée par celui que l'on appelait encore, il y avait peu de temps, le tigre de papier? La pièce était équipée d'une minuscule fenêtre à ouverture condamnée. Elle laissait à peine filtrer les premières lueurs de l'aube, faisant apparaître la masse menaçante de la pollution qui, jour après jour, s'alourdissait sur la ville et gagnait peu à peu du terrain, avalant sans vergogne de plus en plus d'espace, en dépit de l'éloignement des zones industrielles. Elle se pencha instinctivement plus près de la vitre pour tenter d'apercevoir la voiture de l'agence qui allait l'emmener à l'aéroport international, mais le parking visiteur était encore désert. Chang, son chauffeur habituel, quand elle devait circuler dans la capitale, avait dit 4h30, il n'était que 4h25. Il était réglé comme une montre de haute précision, dont il arborait d'ailleurs une contrefaçon assez fidèle en apparence. Il ne serait au pied de l'immeuble que dans 5 minutes. Juste le temps pour elle de rejoindre le rez-de-chaussée. Elle enfila un gilet léger, s'empara de son sac à dos et d'une petite valise qu'elle avait préparée la veille, dans laquelle était soigneusement rangé tout ce qui lui serait nécessaire pour les prochains jours, afin de pouvoir vivre en toute indépendance. Jadis, avant de quitter l'appartement pour chacune de ses absences prolongées, elle écrivait un petit message pour son époux, mais il y avait longtemps qu'elle en avait perdu l'habitude. L'appartement qu'elle habitait avec Tsu et Niu, leur unique enfant, une adorable petite fille aujourd'hui âgée de 10 ans, était situé au 15e et dernier étage d'un immeuble moderne, fonctionnel, mais sans âme, bâti 4 ans auparavant au-delà du 5e périphérique. De la fenêtre de la salle de séjour, on pouvait apercevoir au loin, vers l'est, de larges bandes de végétation
sur lesquels survivaient encore quelques milliers de paysans sans avenir. Encore au-delà, jusqu'où portait la vue, l'horizon était souligné par la barrière compacte de la dernière forêt d'importance de la région. Depuis peu de temps, le gouvernement avait lâché un peu de lest, se convertissant lentement en un régime qui, sous l'apparence du libéralisme, n'avait pas abandonné la doctrine éculée de la dictature du peuple. En dépit de la révolte qui grondait dans les campagnes, se traduisant par de fréquentes manifestations des petits propriétaires exploitants, le rouleau compresseur de l'État tout-puissant continuait d'imposer sa loi. Déjà, les tractopelles et autres engins de terrassement s'installaient dans le paysage et annonçaient les prémices de l'ouverture d'un nouveau boulevard périphérique depuis longtemps en projet. Si l'on en croyait les rares informations qui filtraient dans les médias, il allait grignoter lentement mais sûrement les espaces encore arables et rejeter ses occupants qui vivaient chichement de la terre, de plus en plus loin de la ville, jusqu'à leur disparition programmée. Alors, comme des milliers d'autres, il rejoindrait, esclaves dociles, les immenses ateliers qui fournissaient l'Occident. En ce début du mois de mai, les matins étaient encore frais, mais le soleil se montrait généreux au fur et à mesure que la journée avançait. Des périodes de pluie étaient annoncées sur la région par la météo régionale, mais ce ne serait pas pour aujourd'hui. L'ascenseur ultra rapide la mena au niveau de la rue en quelques secondes. Comme elle avait prévu, le minicar était arrivé. Assis derrière le volant, l'ombre d'un sourire flottant sur son visage impénétrable, Chang marmonna un vague bonjour et prit la route sans dire un seul autre mot. Le vol direct de China Airways devait atterrir à 6 heures, heure locale, en provenance de Paris-Charles de Gaulle. Un groupe de 9 touristes français arrivait pour un circuit de 3 semaines. Mandaté par l'agence Voyage en Chine, installée dans la capitale française, c'était elle qui leur servirait de guide principal pour toute la durée de leur périple. Il lui arrivait fréquemment d'être chargé d'accompagner des Français, et bien que les groupes soient à chaque fois différents, c'était presque devenu une routine. Elle regrettait souvent de n'avoir jamais visité la France, mais ce pays de l'autre bout du monde demandait du temps et de l'argent pour l'appréhender dans sa totalité. L'heure n'était pas encore venue de songer à le découvrir, ce qui par ailleurs ne la privait pas de sa capacité à parfaitement en maîtriser la langue sans avoir eu besoin de cette plongée dans cette vie étrangère. Elle possédait également 3 autres langues, l'anglais, l'allemand ainsi que l'italien, qu'elles avaient apprises à l'université de Pékin au cours de ces années d'études. Comme chaque jour ou presque, en dépit de l'heure matinale, la circulation était dense mais s'écoulait sans complication particulière. Il serait à l'heure. Xia He était une fille du Sud. Elle avait vu le jour dans la merveilleuse contrée de Yunnan, faite de paysages fantastiques, qui même après les nombreuses années qu'elle avait vécues entre les murs des grandes cités, lui manquaient toujours. L'air pur de son pays d'origine, la tranquillité d'une vie sans heurts, la douceur du climat laissaient dans son cœur une trace indélébile. Il suffisait de peu de choses, un parfum échappé d'une échoppe, une affiche vantant un séjour de vacances, une image à la télé, pour qu'elle retrouve intacts les souvenirs de son enfance. Elle ressentait une sensation de malaise chaque fois qu'elle contemplait les buildings, toujours de plus en plus élevés, qui partaient sans cesse à la conquête du ciel, ne laissant au sol que de rares espaces de végétation. Ils longeaient maintenant les pistes de Benjin Capital, le principal aéroport de Pékin. Il leur faudrait encore environ un quart d'heure
pour qu'ils rejoignent le parking réservé aux véhicules d'agence. Tandis que Chang garait le minibus, elle gagna le hall 1 et consulta le panneau des arrivées. Le vol de Paris était à l'heure et venait juste de terminer son atterrissage. Elle salua au passage quelques confrères de tour opérateurs concurrents qu'elle rencontrait souvent au hasard de ses missions, échangeant les dernières nouvelles du jour. Elle connaissait l'esprit tatillon des autorités douanières en général, elle avait l'habitude de tabler sur une bonne heure d'attente entre l'atterrissage et le moment où les arrivants faisaient leur apparition, après s'être débarrassés de toutes les formalités exigées par les autorités. Encore fallait-il que le responsable du groupe, un des touristes désignés d'office par l'agence parisienne, soit assez futé pour se débrouiller avec les différents papiers. En compagnie de Chang, il s'était installé bien en vue près des barrières qui canalisaient la file des passagers vers la sortie, scrutant la foule afin de repérer leurs nouveaux clients. Sans conteste, la personne à qui l'on avait confié les documents officiels devait l'être, débrouillarde, car il fallut à peine 3/4 d'heure après que Chang l'eut rejointe, munie de 2 pancartes en carton épais, sur lesquelles étaient inscrits en français et en gros caractères « Voyage en Chine », pour que les premiers d'entre eux surgissent à l'extérieur, le regard un peu inquiet, et se dirigent vers eux les yeux écarquillés. Elle sut immédiatement qu'ils étaient ceux qu'elle attendait, car elle connaissait, pour l'avoir expérimenté bien des fois, quelle que soit leur nationalité, l'air perdu qu'arboraient les nouveaux arrivants, notamment européens, qui débarquaient dans un pays inconnu après une nuit de vol plus ou moins confortable. Son instinct ne l'avait pas trompée, et elle sourit en observant leur soulagement en apercevant les pancartes brandies par Chang. Suivit un rituel immuable, elle les emmena un peu à l'écart de la foule et ils commencèrent à faire connaissance. Elle se présenta, s'inquiéta de leur forme et de leur santé, ainsi que du déroulement de leur vol. Puis elle s'enquit du prénom de chacun, qu'elle mémorisa immédiatement, elle ne les oublierait plus. « Qui est le responsable ?» demanda-t-elle à la cantonade, soucieuse de récupérer au plus vite les formulaires officiels. « Il arrive », déclara une petite femme blonde à l'air futé qui se prénommait Ghislaine. « Il n'a pas encore récupéré ses bagages. »« Ah, le voilà !» s'exclama-t-elle soudain. Un grand jeune homme brun, aux cheveux ébouriffés, dont quelques mèches rebelles barraient un large front d'intellectuel, arriva près d'elle en quelques enjambées. Elle s'apprêtait à se présenter quand il la devança, lâchant soudain dans un chinois impeccable. « Ciao Ho Juak, je m'appelle Arthur. » Désarçonnée, elle répondit en chinois. « Moi, c'est Sia He. Vous parlez notre langue ?» Puis, sous le regard surpris des autres membres du groupe, elle répéta les mêmes mots en français. « Oh !» répondit Arthur, « seulement quelques mots. » Puis il prit la main qu'elle lui tendait et l'enserra dans la sienne. Plus tard, elle réalisa que son sort s'était joué là, dans ce décor banal, entre les murailles de ciment de l'aéroport, au cours des quelques secondes où leurs mains étaient restées enlacées. Un choc d'une rare intensité, suivi d'un étrange sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti, dont elle ignorait même l'existence, l'avait envahie. Mélange de douceur, mais de douleur et de peur aussi. Déjà, elle s'était sentie prisonnière, victime consentante de ce maléfice qui, elle en était certaine, ne la quitterait plus jamais. Il lâcha enfin sa main. Cela n'avait duré qu'une parcelle d'éternité,
mais elle était imprégnée à jamais de ce terrible sentiment. D'un geste machinal, elle recueillit enfin la pochette qu'elle attendait et s'éloigna de quelques pas. Arthur, il s'appelait Arthur, ce prénom qu'elle n'oublierait plus, chantait déjà dans son cœur comme une mélodie. Elle n'avait pas la moindre idée si ce garçon inconnu, venu d'un autre monde, avait ressenti une émotion comparable à la sienne, mais elle en doutait, car il s'était ostensiblement éloigné des autres et semblait plus intéressé par le spectacle de la foule qui s'agitait autour d'eux que par sa présence. Cette attitude qu'elle trouvait, sans la plus petite justification, désinvolte, ne l'empêchait pas de conserver, bien enfouie dans son cœur, l'émotion particulière qu'elle avait ressentie lors de cette première rencontre. Il faudrait que le temps passe pour qu'elle réalise qu'elle avait été encore plus importante qu'elle ne l'avait supposé. Mais, à cet instant, elle avait bien d'autres préoccupations. Dans un mouvement réflexe, elle balança son bras par-dessus sa tête et s'écria « Allons les amis, le minibus est garé plus loin. Notre première étape sera notre hôtel. » Bagages chargés, elle recompta ses ouailles, habitude automatique qu'elle répéterait immanquablement à chaque fois que ceux qui lui étaient confiés remonteraient dans le véhicule ou sortiraient d'un endroit visité. Tout au long du parcours qui les menait vers le centre de la cité, non loin de la place Tian'anmen, elle leur désigna les lieux ou les édifices et monuments remarquables devant lesquels ils passaient. Elle présenta également leur chauffeur et donna plusieurs détails concernant le déroulement de leur première journée. Elle avait l'habitude de parler au groupe qu'elle pilotait comme si elle s'adressait individuellement à chacun de ses membres. Pourtant, elle remarqua que pas une seule fois elle ne réussit à retenir l'attention d'Arthur qui, le regard fixé au-delà des vitres, semblait à milieu de son discours. Il regardait le paysage qui défilait et semblait hypnotisé par le long défilement des immeubles serrés les uns contre les autres, le hérissement des gratte-ciel qui s'élançaient à la conquête de l'infini, leur sommet dissimulé sous une couche impénétrable de pollution. Bientôt, Sia annonça leur arrivée près de la place Tian'anmen, qui attira les regards de tous les passagers. La voiture contourna le grand espace et s'engagea dans une avenue tranquille où elle s'arrêta le long d'un trottoir. « Nous allons devoir marcher quelques mètres, » annonça la guide. « L'hôtel n'est pas accessible en voiture. Prenez tous vos bagages, merci de ne rien laisser dans le car. » Après l'installation dans les chambres confortables et spacieuses de l'hôtel Lusongzhong qui les accueillait, tous se retrouvèrent autour d'une grande table installée dans une cour carrée entourée d'arcades, où les attendait un copieux petit déjeuner. Au cours du repas qu'elle partagea avec eux, elle leur fournit quelques précisions supplémentaires concernant l'heure du départ du lendemain, ainsi que leur destination, et rappela que, conformément au programme qui leur avait été remis, le reste de cette première journée était libre. Chacun pourrait consacrer son temps aux activités de son choix, la proximité du centre-ville et la place la plus connue du monde, laissant la porte ouverte à toutes sortes d'options. Elle savait néanmoins que pour la plupart, cette étape servirait essentiellement de transition entre la nuit, toujours difficile d'un voyage au long cours, et le rythme accéléré qui régnerait dans les jours qui suivraient. Puis elle se retira dans sa propre chambre, relut une nouvelle fois les instructions concernant leur périple, et nota les quelques changements que l'organisateur avait apportés au programme et s'accorda 2 ou 3 heures de repos. Ce fut à cet instant qu'allongée sur son lit, elle se remémora l'intense émotion qu'elle avait ressentie au moment où ses mains avaient rencontré
celle de cet encore inconnu qui avait pris dans ses pensées une place si importante. Elle ne parvenait pas à la qualifier car elle ne l'avait encore jamais connue. Pourtant, elle savait qu'elle existait réellement, venue du fond des âges et que, sans en connaître la raison, elle était très envahissante. Son trouble la culpabilisait, la rendait nerveuse. Elle devait se reprendre. Si elle voulait accomplir sa mission avec son professionnalisme habituel, il était impératif de ne pas se laisser submerger par des fantasmes insensés. Forte de ses pensées, elle se sentit soulagée, elle exécuta quelques mouvements de tai chi et sombra dans un profond sommeil. À 19h, elle rejoignit le groupe pour prendre en leur compagnie le repas du soir. Arthur, assis juste en face d'elle, mangeait de bon appétit, apparemment insensible au bavardage des autres convives. Toute à son émoi, elle avait craint que, portée par la même fièvre, il ne s'intéresse à elle de trop près et ne lui destine pas le même regard magnétique qui l'avait submergée, lui faisant perdre tous ses moyens. Au cours du repas, il ne lui décerna pourtant pas un seul regard, aucun signe particulier qui aurait pu la mettre mal à l'aise. Sur l'instant, elle en fut soulagée, presque reconnaissante pour sa discrétion. Elle se coucha tôt et après avoir téléphoné à sa fille, elle lut quelques pages d'une histoire de Paris empruntée à la bibliothèque de son quartier, mais son intérêt pour cette ville qu'elle rêvait depuis toujours de visiter fléchit très vite devant l'afflux de pensées qui déferlaient en elle. À nouveau, l'image d'Arthur surgit de ses pensées. La façon dont s'était déroulé le repas la perturbait. Avec une complète mauvaise foi, elle pensa « Tout de même, il ne m'a pas regardée une seule fois. C'était comme si j'étais transparente ou que je n'existais pas, à la limite de la politesse. » Le ridicule de cette pensée la fit presque sourire. « Je suis complètement folle, » se dit-elle. « Je ne sais même plus ce que je veux. » Elle laissa encore un moment son esprit divaguer à la recherche d'un point d'ancrage, puis soudain à la portée du sommeil, sans transition, son rêve oublié de la nuit précédente ressurgit à sa mémoire.